Madame la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap, Madame Parmentier-Lecocq, je ne sais pas si nous avons pu avoir la connexion. Je voulais saluer Monsieur le directeur général de l'ARS Normandie, Monsieur Mangin-Lecreux, qui, aux dernières nouvelles, était sur la route encore. Madame la première vice-présidente de la région Normandie, Madame Gauguin, Monsieur le directeur de l'autonomie pour le département du Calvados, Monsieur Boblet, que nous venons de voir, ainsi que Monsieur l'adjoint au maire de la ville de Caen, Monsieur Hurel. Je voudrais aussi saluer Madame la conseillère transformation de l'offre auprès de la ministre déléguée, Madame Faïs, ici présente, et ainsi que Madame la directrice adjointe de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec qui j'ai le plaisir de travailler, Madame Muscatelli, au sein de la CNSA. Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, directeurs, directrices, professionnels, administrateurs, parents, les personnes que nous accompagnons tout au long de ces journées, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver nombreux aujourd'hui à Caen pour ce 65e congrès de l'UNAPI. Quel dommage, Madame la ministre, que vous nous écoutiez à distance et que vous ne soyez pas là pour voir l'énergie qui se dégage dans la salle aujourd'hui. Plus de 2000 personnes se sont déplacées de toute la France pour vivre ce grand moment de mobilisation et d'échange. Elles sont dans l'attente d'une présence politique forte et de considération, car les enjeux et les inquiétudes sont immenses. Un an après les Jeux paralympiques, nous pouvons le dire, la parenthèse enchantée qui nous a été tant vantée aura été de courte durée. La thématique que nous avons choisie cette année en est le témoignage frappant. Malgré une réalité connue depuis longtemps, rien n'a été anticipé. Les besoins sont criants, de la petite enfance jusqu'à la fin de vie, et l'évolution démographique, en l'absence du pilotage, ne fait qu'exacerber des tensions déjà présentes. Rien qu'ici, en Normandie, près de 10% des personnes accueillies en établissement pour enfants attendent qu'une place se libère dans une structure pour adultes plus adaptée à leurs besoins. Sur tout le territoire, près de 10 000 jeunes adultes sont encore hébergés dans des structures pour enfants. Certains ont presque la trentaine. Pour eux et pour tous les autres, les 50 000 nouvelles solutions promises et leur déploiement, très inégal selon les territoires, ne permettront pas d'y faire grand-chose. La situation hier était urgente, elle est aujourd'hui plus que critique. C'est sans parler de certains départements qui, soucieux de leur équilibre budgétaire, reviennent sur des aides ou des dispositifs jusqu'ici plus favorables à ce que la loi prévoyait. Il n'y a pas de solution miracle pour ces personnes et leurs familles livrées à elles-mêmes et qui ne demandent aucun traitement de faveur, car le respect des droits fondamentaux n'est pas un privilège. En parallèle, la qualité de l'accompagnement se dégrade, faute d'y octroyer les moyens nécessaires. Je citerai un exemple, un parmi tant d'autres. À l'automne, nous avons obtenu une dotation budgétaire pour le financement
de la complémentaire santé des travailleurs d'ESAT qui pèse lourd sur les trésoreries des associations. À l'heure où je vous parle, le décret d'application n'est pas sorti et nous n'avons toujours pas vu l'ombre d'un centime. Alors, du côté de l'UNAPI, on s'interroge. S'agit-il d'un énième effet d'annonce? L'État n'est-il pas en mesure d'appliquer les lois qu'il fait voter? Jusqu'à quand l'écart, c'est pas un jeu de mots, jusqu'à quand l'écart entre les annonces politiques et leur application réelle sera-t-il toléré? Sur le terrain, la situation est dramatique. Nos associations seront durement frappées par l'inflation, le coût de l'énergie, le recours à l'intérim imposé notamment par la pénurie de professionnels. Elles sont à bout de souffle. Nul n'est épargné. Les structures accueillant les personnes avec les besoins d'accompagnement les plus complexes sont les plus impactées. Les associations qui accompagnent des majeurs protégés ne peuvent plus tenir. Pourtant, la protection juridique répond à des besoins existentiels. De nombreuses associations envisagent des fermetures, la suspension de projets en cours ou encore de ne pas remplacer leurs professionnels. Pire, certaines ne sont pas loin de rendre les agréments, car les dirigeants associatifs, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, refusent d'être les complices de toute forme de maltraitance institutionnelle qui naîtrait de cette situation. Vous avez souvent l'habitude de dire, Madame la Ministre, que nous nous trouvons au milieu du gué. Mais nos associations ne sortent plus la tête hors de l'eau. Nous savons l'état des comptes publics, mais nous rappelons qu'il manque déjà 12 milliards d'euros pour financer une réelle politique du handicap. Alors, faire peser les besoins d'économie sur les plus vulnérables, alors que l'essentiel des besoins n'est pas couvert, je le dis, ce n'est pas ça, la promesse républicaine qui nous lie et dont le souci élémentaire doit rester celui du respect des droits et de la dignité de l'homme. Pour les familles, l'incertitude et les questionnements que cette situation fait naître sont quotidiens. Vous ne les voyez pas, Madame la Ministre, mais aujourd'hui, des centaines de parents sont rassemblés dans leur diversité et dans l'unanimité de leur espoir et de leur crainte. Ils se posent ces questions récurrentes. Qu'adviendra-t-il quand je ne serai plus en capacité d'être l'aidant de mon enfant, moi qui l'ai accompagné toute ma vie? Quelqu'un prendra-t-il le relais quand, arrivé à un certain âge, je serai seul, peut-être malade? Que se passera-t-il lorsque je ne serai plus là? Ces questionnements suffisent à nous donner la mesure de vie entière, passée à endosser les responsabilités d'une société qui n'a pas pu et ne permet toujours pas le déploiement réel de solutions de qualité en nombre suffisant pour les familles et pour leurs proches. La France manque à ses promesses à l'égard des familles et leurs proches, et c'est grave, car demander que nos besoins et nos attentes soient pris en compte et que la loi soit respectée, ce n'est pas demander la charité. On a parfois l'impression que le rôle des associations de familles
dans la politique publique du handicap et leur légitimité à s'exprimer sont remis en cause. Pourtant, quelle serait la place du handicap dans notre pays sans les associations de parents qui, dans les années 50, avaient un rêve, celui d'une France fraternelle pour tous les siens et pays de droit pour tous ses citoyens? Ces familles qui, abandonnées à leur sort, ont pris leur destin en main et ont construit ce qui devait devenir plus tard le secteur médico-social. Elles qui ont été de toutes les grandes lois, tous les grands textes, en co-construction avec les décideurs publics. La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées de 1975, aux côtés de Simone Veil, c'est nous. La réforme de la loi sur la protection juridique, c'est nous. La loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, c'est encore nous. Il faut nous faire confiance, Madame la Ministre, car cette expertise, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans l'expérience réelle, celle vécue par chacune des familles, mais aussi, bien sûr, par les personnes en situation de handicap et les professionnels. C'est cette triple expertise que nous a rappelé tout à l'heure Patrick, cette triple légitimité qui continue de nous guider jour après jour. Nous refuserons toujours d'être réduits à de simples prestataires de services parce que nous le savons bien et nous en avons fait plusieurs fois la démonstration. De grandes avancées peuvent naître de notre connaissance de terrain quand elle est accompagnée d'une solide volonté politique de faire avancer les choses. En parlant du terrain, je voudrais dire quelques mots des professionnels du prendre soin qui, eux aussi, ne sont que trop rarement reconnus pour leurs apports. Dernier exemple en date, nous avons appris qu'un accord avait été trouvé entre l'État et les départements concernant le financement du Ségur pour tous. Cela pouvait sembler une bonne nouvelle pour notre réseau d'entrepreneurs militants mobilisés depuis des années sur tous les territoires pour que les professionnels soient enfin traités à la hauteur de leurs investissements. Oui, mais voilà, pour le moment, les fonds n'ont pas été versés et l'accord trouvé ne couvrira pas l'intégralité des sommes dues. C'est alarmant quand on connaît les difficultés d'attractivité de notre secteur et c'est injuste car ces femmes et ces hommes prennent soin de notre société dans son ensemble. Nous pouvons leur rendre hommage aujourd'hui, car malgré les difficultés, leur volonté ne faiblit pas, la nôtre non plus. Vos nombreux déplacements, Madame la Ministre, dans notre réseau, nous auront permis de vous rendre compte que nous croyons encore qu'il est possible de faire autrement. Et depuis de nombreuses années, nos organisations et les professionnels qui les composent sont engagés dans de profondes transformations, sincèrement attachés aux principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Nous sommes persuadés qu'il existe une troisième voie, celle d'une société du choix. À mi-chemin entre les habitudes d'hier et une vision dogmatique de la désinstitutionnalisation qui voudrait nous faire croire que tout type de structure est par nature contraire au droit, nous croyons en une société respectueuse de l'autodétermination, capable de répondre à la diversité des attentes et des besoins, tout en étant en mesure de respecter ceux qui aspirent aussi à vivre en collectif.
Mais cette transition solidaire et inclusive que nous appelons de nos vœux, nous ne pouvons pas la mener seuls, et certainement pas dans un contexte de désengagement croissant des financeurs et de pénurie de professionnels. En l'absence d'une réforme en profondeur de la société, d'une implication de tous les acteurs de la cité, mais également de réponses d'envergure aux défis de notre secteur, nous courons le risque d'une politique inclusive qui n'en aurait que le nom, au détriment des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Alors, à observer ces évolutions, Madame la Ministre, nous avons parfois l'impression de sérieux retours en arrière. Pourtant, nous ne demandons qu'à aller de l'avant. Nous savons l'impact que nos actions peuvent avoir sur le quotidien des personnes que nous accompagnons. Et nous savons combien la société a besoin des associations et des valeurs qu'elles incarnent pour tenir bon. L'histoire de notre réseau, de ces femmes et de ces hommes qui l'ont façonnée et qui continuent de la faire vivre, n'appartient qu'à nous. Mais les principes qu'ils défendent appartiennent à tous. Notre mouvement est le fruit d'efforts inlassables menés par des femmes et des hommes déterminés, soucieux d'apporter leur pierre à l'édifice d'un idéal social profondément français. Des femmes et des hommes au service d'une société qui compense les aléas de la vie. Des femmes et des hommes engagés chaque jour sur le terrain et qui font vivre la solidarité au plus près des besoins. Ces femmes et ces hommes, c'est nous. Et quand on nous demande quelle France voulez-vous demain, nous répondons celle de l'humain. Notre pays peut se féliciter d'avoir joué un rôle fondateur dans l'élaboration des droits fondamentaux et d'avoir compris avant tout le monde que pour passer de la proclamation des libertés à leur exercice vécu, il lui fallait des droits liés, les droits politiques et les droits sociaux. Et pour les personnes en situation de handicap et pour leurs familles, cette idée demande encore à être concrétisée. Alors, puisqu'en ces temps troublés, on aime à parler de réarmement, je vous le propose. Réarmons le vivre ensemble. Ceci est un appel à resserrer les rangs autour de la solidarité et de l'engagement. Nous avons plus que jamais besoin d'une France forte, d'où la justice sociale ne serait pas exclue, où elle serait même considérée comme un domaine stratégique à part entière dans lequel il faut pleinement et durement investir. Une France où aucune loi, aucun texte en matière de handicap ne se ferait sans être adossé à une solide volonté politique et à une vision globale, chiffrée, cohérente et financée. Une France au sein de laquelle on donnerait aux acteurs du milieu associatif non lucratif les moyens nécessaires pour assurer la pérennité des missions qui leur sont déléguées, où ils seraient pleinement reconnus en tant que corps intermédiaires comme les garants de l'intérêt général de nos valeurs démocratiques. Cette France, Madame la Ministre, nous, membres du réseau UNAPI, la construisons au quotidien. Alors nous attendons des décideurs publics qu'eux aussi s'engagent et investissent véritablement pour l'humain. Merci de votre attention.